À l'article 1er, je suis saisie d'une demande de parole de Madame Benbassa. Merci Madame la Présidente. L'article L. 311-2 du nouveau Code de la justice pénale des mineurs prévoit l'accompagnement des mineurs aux auditions et interrogatoires. Ces derniers doivent toujours être accompagnés par un adulte au cours d'une procédure afin de leur permettre de recevoir toutes les informations nécessaires sur les décisions les concernant. Lorsque le mineur ne peut être accompagné par ses représentants légaux, ce qui est en grande majorité le cas pour les mineurs isolés étrangers, le procureur de la République ou le juge des enfants devrait désigner un adulte approprié afin d'assister l'enfant dans ses nombreuses auditions. Je souhaiterais, mes chers collègues, retenir votre attention sur les difficultés que rencontrent les magistrats pour désigner cet adulte approprié. Ni les administrateurs ad hoc, ni les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ni les avocats n'acceptent de tenir ce rôle qui ne leur paraît pas compatible avec leurs fonctions. Les mineurs se retrouvent ainsi privés du droit d'être accompagnés et rassurés par un adulte lors des audiences. Aujourd'hui stigmatisés, les mineurs isolés ont subi pendant leur parcours migratoire de nombreux traumatismes et sont très souvent les victimes de réseaux et du trafic d'êtres humains. Ils devraient à ce titre être davantage protégés. Une clarification sur la qualité de l'adulte approprié nous semble donc nécessaire dans le nouveau code afin de préserver l'accès aux droits de ces mineurs. C'est une demande qui va également dans le sens du député Jean Terlier, chargé du rapport à l'Assemblée nationale sur la ratification de l'ordonnance sur la justice des mineurs. Je vous remercie. Merci. Un amendement numéro 3 de Madame Cukierman. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, cet amendement vise à supprimer cet article, tout d'abord parce que, vous le savez, nous ne sommes pas favorables au travail par ordonnance et encore plus, bien évidemment, sur un projet tel que celui-ci avec l'ampleur qui est le sien. Cela prive de fait le Parlement d'un véritable débat sur un pan essentiel de notre droit, celui qui sera applicable demain pour les mineurs de notre pays. Et toute la difficulté d'ailleurs qu'il y a eu à l'Assemblée nationale et que nous avons ici à sortir finalement des parties de l'ordonnance pour pouvoir les amender sans avoir un véritable débat sur le fond. J'aurais envie de dire, nous ne sommes pas les seuls à en être privés, mais je l'ai dit dans mon intervention générale, finalement ce sont l'ensemble des professionnels de la justice des mineurs qui eux aussi sont privés d'un véritable débat. D'ailleurs, il le rappelait dans une tribune au Monde en décembre dernier, selon eux, l'enjeu n'était pas de modifier la loi, mais plutôt de la faire appliquer. Et effectivement, ce recours par ordonnance tend en tout cas à faire rapidement, en se privant peut-être d'un débat, et j'entends les arguments que vous nous avez déjà donnés lorsque nous vous avons auditionné tout à l'heure dans votre intervention générale, Monsieur le garde des Sceaux. Cela fait maintenant certes plusieurs années que ce texte est en débat, mais entre avoir un texte en débat que tout le monde annonce et un texte qui crée réellement la concertation pour engager véritablement la réforme de cette ordonnance de 1945 qui certes avait besoin d'être retravaillé, il y a effectivement un large fossé et c'est celui-ci que nous dénonçons ce soir. Quel est l'avis de la commission ? Alors oui, Madame Cukierman, comme vous, nous regrettons d'être plongés sur un travail que sur un code de justice pénale des mineurs et non pas un code de l'enfance, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, comme vous, nous regrettons que ce soit une loi de ratification qui nous soit soumise ce soir parce que c'est aussi un peu court-circuiter le travail parlementaire. Mais la loi de ratification est là. Donc maintenant, on aurait pu avoir une position jusqu'au boutiste en disant que nous nous opposons à cette ratification. Mais au fond, nous pensons vraiment, et nous l'avons dit, que ce texte est un bon texte, que ce texte apporte des avancées qui vont nous permettre de répondre plus rapidement à cette vraie problématique de la justice pénale des mineurs, à ces mineurs délinquants qui, aujourd'hui, faute de réponse, s'enchaînent dans des spirales de la délinquance, faute de réponse rapide. Donc, nous pensons que c'est un bon texte et nous pensons aussi que ça va devenir un très bon texte grâce
grâce aux améliorations du débat parlementaire, d'où notre opposition et d'un avis défavorable. Avis du Gouvernement. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, madame la sénatrice, je me suis longuement expliqué déjà et sans surprise, le gouvernement est défavorable à l'amendement que vous présentez. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 3 qui a reçu un double avis défavorable. Oh, pardon, madame Harribey. Une explication de vote. Nous n'allons pas voter cet amendement parce que nous pensons qu'il faut le débat. Ce qui ne veut pas dire pour nous que ce soit un bon texte ou un très bon texte, au contraire. Mais nous pensons que le débat peut apporter un certain nombre de clarifications. Voilà ce que je voulais préciser. Merci. Je vais donc maintenant mettre aux voix cet amendement numéro 3 qui a reçu un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Après l'article 1er, un amendement de Madame Cukierman. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux. Au-delà de la symbolique, à travers effectivement cet article additionnel après l'article 1er, nous voulons finalement, y compris suite à votre réponse, Monsieur le Garde des Sceaux, à l'Assemblée nationale, choisir le bon terme, le mieux adapté. Et oui, nous préférons celui d'enfant pour notre part à celui de mineur. La question n'est pas forcément de tout réécrire, mais peut-être de donner en tout cas la définition pour rappeler qu'une personne de moins de 18 ans est un enfant à part entière. Nous continuons donc de penser que le choix des mots est important et de rappeler qu'un mineur n'est pas une sorte de mini-majeur, mais d'abord un enfant auquel sont attachés des droits particuliers et qui doit donc faire l'objet d'une protection particulière. D'ailleurs, c'est le sens de nombreux textes fondateurs qui consacrent les droits de l'enfant. Tout enfant en conflit avec la loi est un enfant en danger et la justice pénale des mineurs ne devrait être considérée que comme une modalité de la protection de l'enfance. C'est ainsi le sens de cet amendement. Quel est l'avis de la commission ? Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, madame la sénatrice Cukierman, effectivement, on adhère à l'idée que c'est une justice humaine, donc que doit être la justice pénale des mineurs. Néanmoins, la notion de minorité ou de majorité à l'âge de 18 ans, elle est clairement définie dans le Code civil, à l'article 388, et on pense que rajouter une définition différente viendrait complexifier et serait redondante. Donc, avis défavorable ou demande de retrait. Avis du gouvernement ? Exactement le même, madame la présidente. Nous écrivons la loi. Mineur, nous savons ce que c'est. Enfant, adolescent, il n'y a pas de définition précise. En tous les cas, pas de définition juridique de cela. Donc, vous préférez enfant, adolescent. Nous préférons mineur, c'est plus clair. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement numéro 4 rectifié. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. À l'article 1er bis A, deux amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 5 de Madame Cukierman. Oui, je ne vais pas allonger les débats ici, tout d'abord parce que j'en ai parlé déjà, bien évidemment, dans l'intervention générale. Je crois que nous avons un débat. La question n'est pas faire de la surenchère, mais vraiment souligner, et Monsieur le garde des Sceaux, ce ne sont pas simplement les parlementaires qui vous le disent, et vous le savez mieux que nous, c'est l'ensemble d'un système judiciaire qui dit qu'aujourd'hui, il est dans l'incapacité concrètement de cette mise en œuvre au 31 mars. Madame la rapporteure a proposé un report de 6 mois et inévitablement en période de repli, nous nous en contenterons. Cependant, nous pensons que une année ne serait pas de trop, ne serait-ce que pour éviter, parce que nous sommes dans une situation particulière, la superposition d'instructions, version ordonnance de 45 et version texte que nous sommes en train de débattre. Rappelons tout de même que l'année 2020 a vu un engorgement de nombreuses juridictions.
tant par un début de l'année ralenti, notamment par une mobilisation dénonçant la réforme des retraites d'un certain nombre non négligeable d'avocats, puis bien évidemment par le confinement et les conséquences de la crise sanitaire que nous vivons. Et donc nous pensons qu'un an permettrait à minima, justement, ce premier désengorgement, et ensuite un retour un peu plus à la normale, même si, bien évidemment, monsieur le garde des Sceaux, dans toute réforme, il y a une date et qu'il y a un temps de chevauchement entre un ancien système et un nouveau système. En tout cas, pour une meilleure clarté de la justice des mineurs qui sera rendue demain, nous pensons qu'il nous faut un délai supplémentaire. Le 49, monsieur Sueur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, chers collègues, c'est parce que nous voulons que la réforme réussisse, même si nous avons des critiques parfois lourdes sur le texte qui est présenté, que nous demandons, comme l'a fait Madame Cukierman, que l'application du texte soit reportée d'1 an. Madame Maryse Carrère, que nous avons entendu écouter avec attention tout à l'heure, écrivait dans son rapport au nom de la commission des lois sur la loi de finances pour 2021 au titre de la PJJ. La commission des lois, je cite, a constaté lors de l'examen de ce projet de loi que tant les juridictions pour mineurs que les services de protection judiciaire de la jeunesse ne seraient pas prêts à mettre en œuvre la réforme à la date prévue. Les développements informatiques ont également pris du retard, de même que le travail de formation des personnels qui doit précéder l'application de la réforme. Le risque d'une mise en œuvre plus formelle que pratique de la réforme et d'importants temps de transition au cours de l'année 2021 paraît donc réel. Je cite simplement ce que disait notre collègue et qui a été adopté par toute la commission. J'ajoute que, monsieur le garde des Sceaux, nous avons reçu les représentants des magistrats, les représentants des avocats, les représentants des éducateurs spécialisés, les représentants des SPIP et de la PJJ. Et ils nous disent tous qu'il faut du temps pour la mise en œuvre de cette réforme. Alors nous savons ce qui s'est passé, le recours à l'ordonnance, bien sûr la procédure accélérée, puisque vous savez, monsieur le garde des Sceaux, que plus aucun texte, enfin mis à part le texte sur la bioéthique, n'a droit à la procédure normale, qui devrait pourtant être en vigueur pour un texte comme celui-là. Nous avons vu la précipitation avec laquelle les textes d'application sont parus avant même que le texte ne soit voté. Si nous défendons cet amendement, ce n'est pas du tout contre la réforme, c'est pour, Madame Rossignol, et je pense que vous l'aurez compris, une réforme qui soit efficace. Quel est l'avis de la commission ? Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, nous avons émis déjà nos réserves sur l'entrée en vigueur au 31 mars. La Commission des lois a adopté un report de 6 mois qui nous paraît justifié et nécessaire en l'espèce. Donner une année supplémentaire ne servirait pas à la réforme, mais au contraire démobiliserait les acteurs. Et ce n'est pas le but recherché, donc nous donnons un avis défavorable à ces amendements. Quel est l'avis du gouvernement ? Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Madame la sénatrice Cukierman, vous essayez la suppression et n'y parvenant pas, vous essayez le dilatoire. Pardon, je vais vous répondre sur cette question. J'ai déjà dit tout à l'heure dans mon discours que je n'étais pas insensible au délai qui était envisagé par la Commission des lois, mais à la vérité, je dois le dire pour des raisons différentes. Je vais m'expliquer une fois pour toutes sur ces questions. Monsieur le sénateur, ça me permettra également de vous répondre. Vous pensez quand même bien que nous n'avons pas préparé cette réforme dans le but qu'elle ne fonctionne pas. Quand même, accordez-nous cela au moins, au nom d'un minimum de cohérence. Je veux également dire ici
que ce n'est pas la DACG qui porte ce texte, mais la DPJJ, quand même des professionnels de la justice pour mineurs impliqués. Ils le démontrent tous les jours et qu'il me soit permis ici de leur rendre hommage. Nous avons fait expertiser par les services, l'inspection générale de la justice, à ma demande, quels étaient le niveau de préparation des juridictions pour recevoir cette réforme, dont on peut s'accorder à dire qu'elle est une bonne réforme. Les services nous ont dit qu'il y a 10 juridictions qui sont en fragilité, et nous avons traité ces fragilités. Dans les 10 juridictions concernées, je ne vais pas vous redire ici ce que nous avons apporté en moyens humains pour régler ces questions, mais nous l'avons fait. Et donc, j'avais la certitude que cette réforme pouvait entrer en application à la date que nous avions envisagée. Seulement voilà, la réalité c'est que le texte a bougé avec l'intervention du JLD, vous le savez. J'ai consenti à cela pour des raisons qui tiennent à l'impartialité. C'est une discussion que nous avons eue. J'y reviendrai le moment venu ici, devant la Haute Assemblée. Et nous nous sommes rendus compte, à la date du 15 janvier, et pas avant, qu'il y aurait une difficulté dans les applicatifs à raison de, si j'ose dire, pardonnez-moi, l'intrusion du JLD dans cette procédure. Et effectivement, j'ai eu l'honneur de dire déjà à Madame la rapporteure que nous concédions sur le report de la date, non pas à raison du fait que vous vous dites « mais les juridictions n'étaient pas prêtes », j'entends cela, monsieur le sénateur Sueur dit les représentants des magistrats. Il y a un certain nombre de magistrats qui m'ont dit qu'ils étaient parfaitement prêts. Et je le redis, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse dit la même chose. Et pardonnez-moi, j'ai tendance à croire mes services. Mais en revanche, sur cette difficulté inhérente à l'introduction du JLD dans la procédure, nous nous sommes retrouvés confrontés à une réalité. Et donc, j'ai dit, et j'ai redit tout à l'heure dans mon discours, que nous étions d'accord pour un report. Mais, pardon, un report qui ne nous amène pas au calendrier grec. Il faut que cette réforme prenne corps et qu'elle soit applicable. Et nous sommes en train de régler cette question du JLD. Et la date qui a été proposée est une date que je retiens comme tout à fait réaliste. Voilà pour quelles raisons je suis évidemment défavorable, totalement défavorable, aux 2 amendements qui ont été présentés. Madame Cukierman. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, nous allons passer au minimum 2 soirées pour débattre de ce projet de loi. Effectivement, peut-être avec une méconnaissance de l'un et de l'autre. Donc, je préfère tout de suite vous prévenir, moi je ne suis pas marchande de tapis, je suis sénatrice. Et donc je ne fais pas repasser dans un autre article un amendement parce que je n'aurais pas eu satisfaction au précédent. Et donc j'ai une constance et j'ai un engagement politique. Parce que c'est cela, la démocratie. Et donc oui, mais je l'ai dit, notre groupe, pas plus sur votre texte que sur un autre, nous sommes opposés à ce recours de plus en plus systématique, non pas simplement par votre gouvernement, mais par les gouvernements qui se succèdent, des ordonnances. D'où l'amendement de suppression de l'article 1er. En revanche, sur cet amendement-là, nous proposons un report, non pas parce que nous n'avons pas eu satisfaction précédemment, mais parce que, vous savez, finalement, être élu, c'est représenter. Et donc, quand un projet de loi comme celui-ci arrive, avec toute l'ambition qui est donnée, eh bien, les uns, les autres, nous auditionnons, nous rencontrons, nous échangeons, nous téléphonons, nous recevons des courriers. Et bien évidemment, selon, y compris les projets de société que nous défendons, et ils ne sont pas les mêmes parce que c'est ainsi en démocratie, eh bien évidemment, nous nous appuyons sur telle ou telle organisation, collectif d'associations, groupement professionnel, organisation syndicale, etc., etc. Et nous ne nous appuyons pas toutes et tous, d'ailleurs, sur les mêmes. Et donc, vous savez tout aussi bien que moi, même mieux que moi, qu'il y a aujourd'hui un débat chez un certain nombre de professionnels de la justice quant à la faisabilité d'une application. Et nous savons
également par ailleurs, parce que en tant que parlementaires, nous ne découvrons pas ce matin la problématique de la justice, qu'il y a des retards, sur l'informatique, qu'il y a, je le disais, des engorgements, et je ne jette la pierre à personne. L'année 2020 a été ce qu'elle était, mais parce qu'il y a eu aussi pendant des années des retards en termes de personnel, en termes de moyens, qui viennent aujourd'hui bien évidemment alourdir et donner plus de temps que nécessaire à ces procédures. Donc oui, je le redis, nous déposons cet amendement, pas parce que nous n'avons pas eu satisfaction au précédent, tout comme nous aurons encore une vingtaine d'amendements, mais même si vous nous dites non sur celui-ci, nous en déposerons d'autres pour continuer le débat, parce Madame que Cukierman, le texte le mérite. Je mets aux voix ces deux amendements, le 5 et le 49, qui est pour ? Qui est contre ? Ils ne sont pas adoptés. Je mets donc aux voix l'article 1er bis A, nouveau. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er bis. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune à l'article 1er ter A. Le 62, Madame Benbassa. Merci Madame la Présidente. Le présent amendement a pour objet d'instaurer une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 14 ans. En effet, dans sa rédaction actuelle, le Code de justice pénale des mineurs pose le principe d'une présomption simple de non-discernement des enfants de moins de 13 ans que le magistrat pourra facilement écarter. Or, avec une telle rédaction, la France demeure en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant qui recommande aux États de fixer un seuil d'accessibilité à la sanction pénale claire. Il convient de tenir compte donc de la maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle de l'enfant dont la personnalité est en construction. Nous proposons ainsi par cet amendement de retenir le seuil de 14 ans déjà appliqué dans plusieurs pays européens, à l'instar de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Italie. Je vous remercie. Merci. Amendement numéro 6, Madame Cukierman. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, dans le même sens, nous proposons de remplacer la présomption simple selon laquelle l'enfant de moins de 13 ans ne disposerait pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée par une présomption irréfragable. En cela, il répond à une exigence essentielle à nos yeux. Le droit pénal des mineurs doit respecter le principe selon lequel chacun a le droit de bénéficier d'un procès équitable. Pour cela, l'enfant doit avoir pleinement la capacité de participer à son procès. Cette compréhension constitue un aspect fondamental du discernement de son appréciation. Cela a d'ailleurs été rappelé en 2018 par... Le temps ne bouge pas. Cela a été rappelé en 2018 par Jacques Toubon. Je n'en abuserai pas, Madame la Présidente, rassurez-vous. Je la refais. Cela a été rappelé en 2018 par Jacques Toubon, alors défenseur des droits, qui expliquait que, je cite, « Pour que l'enfant bénéficie d'un procès équitable, il doit avoir pleinement la capacité de participer à son procès. Il doit comprendre pourquoi il est là, les sanctions pénales susceptibles d'être prononcées contre lui, mais aussi les mécanismes des recours judiciaires. » Or, en dessous d'un certain âge, un enfant, s'il peut avoir compris, même voulu son acte, a en revanche difficilement une telle compréhension de la procédure pénale dans laquelle il se trouve impliqué. De plus, l'actuel défenseur des droits, Claire Hédon, souligne que la responsabilité pénale continue à reposer sur la notion de discernement sans pour autant que cette notion soit définie, ce qui implique que des enfants de moins de 13 ans pourront toujours faire l'objet d'une procédure pénale. Il n'y aura donc pas de réel changement par rapport au régime applicable aujourd'hui. Des enfants de 7-8 ans pourront toujours faire l'objet de poursuites pénales comme cela peut arriver actuellement. Pire, comme cela est rappelé par de nombreux acteurs, cette notion de discernement laisse place à une grande diversité de pratiques suivant les magistrats et rompt le principe d'égalité devant la loi et la justice.
Bien que Madame la rapporteure ait tenté de définir en commission cette notion de discernement, elle demeure encore à nos yeux assez floue, alors que son appréhension est centrale pour définir la culpabilité d'un mineur. Les voies de recours contre une telle appréciation ne sont pas précisées. Tel est le sens de l'amendement. L'amendement 50, Monsieur Sueur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, l'amendement que je présente va strictement dans le même sens que les précédents. La Convention internationale des droits de l'enfant demande à chaque État partie de fixer un âge minimum en dessous duquel un mineur ne peut être poursuivi pénalement. Ainsi, la rédaction actuelle de l'article L11-1 de l'ordonnance du 11 septembre 2019 ne permet pas de répondre à cette exigence dans la mesure où, en dessous de 13 ans, il y a une présomption d'irresponsabilité pénale qui est simple et qui n'est pas irréfragable. Le Comité des droits de l'enfant de Genève a été très clair à ce sujet. Il s'est exprimé à de nombreuses reprises et il précise qu'il ne peut y avoir de poursuite pénale, mais seulement des mesures éducatives à cet égard. Et les mesures éducatives, d'ailleurs, tout le monde en conviendra, ne sont pas purement cosmétiques, elles sont très réelles, très fortes, et l'objectif du texte est de leur donner le primat. Par ailleurs, prévoir une irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 13 ans ne signifie donc pas une absence de réponse. Et enfin, pour ce qui est des jeunes de plus de 13 ans, la responsabilité pénale doit être présumée et liée à la capacité de discernement qu'il appartient au magistrat de déterminer. Donc je crois que les choses sont très claires quant à notre point de désaccord sur ce sujet précis. Madame Boyer pour le 51. Cet amendement vise à répondre en partie aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, en particulier celle des mineurs ultra-violents et celle de ce que le ministre appelle l'ensauvagement de la société, terme qui a peut-être été contesté lorsqu'il a été prononcé la première fois, mais qui malheureusement, du fait de l'actualité, est partagé aujourd'hui par tous. Je voudrais simplement rappeler une affaire assez sordide et particulièrement triste, que les mineurs qui ont frappé Marin, vous savez, ce jeune homme courageux qui était venu au secours d'un couple qui s'embrassait et qui a été tabassé jusqu'à en être handicapé à vie, avait été interpellé 18 fois, je crois, Monsieur le Ministre, si ma mémoire est bonne. Donc cet amendement propose d'instaurer un âge minimum de responsabilité pénale des mineurs à partir de 16 ans, tout en conservant l'exigence morale du discernement en deçà. Vous le savez, l'article du Code de la justice pénale des mineurs, celui qui est relatif à la responsabilité pénale des mineurs, prévoit une présomption de responsabilité pénale à partir de 13 ans et une présomption d'irresponsabilité en deçà, afin de rapprocher le droit français des règles du droit international et de la Convention internationale des droits de l'enfant qui exige un âge minimum en dessous duquel les enfants sont présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale. C'est la raison pour laquelle, dans le respect de ces fondamentaux, je vous propose de compléter ce dispositif en rendant responsables des mineurs de 16 à 18 ans, tout en maintenant une présomption de responsabilité pour des mineurs de 13 à 16 ans. L'amendement suivant est un amendement de repli identique que je me permets, Madame la Présidente, de défendre en même temps. Je vous remercie. C'est fait. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements ? Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors c'est vrai que ces amendements conjoints posent plusieurs questions. La première, c'est celle de l'âge pivot. On a eu l'occasion de le dire dans la discussion générale. C'est vrai qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur l'âge de 13 ans, de 14 ans. Si on regarde l'ensemble des pays de l'Union européenne, certains ont choisi 8 ans, certains sont même allés jusqu'à 18 ans. Et on voit même qu'au sein de tous ceux que nous avons auditionnés, là aussi, l'âge peut varier. Nous considérons que dans le droit positif français,
passé l'âge de 13 ans est reconnu et que ça paraît être un bon âge de développement correspondant à l'état de développement des enfants. Donc nous sommes favorables plutôt à l'âge de 13 ans que celui de 14 ans. Sur la présomption irréfragable ou l'irresponsabilité pénale, c'est une présomption irréfragable de non-discernement, c'est le même effet. Nous considérons que le dispositif de la présomption simple, tel qu'il est adopté aujourd'hui dans le texte, permet de faire confiance aux juges. Il nous paraît important, dans le cadre de la justice pénale des mineurs, que les juges des enfants, qui sont des juges spécialisés, qui connaissent bien, c'est un principe de base, le développement des enfants, puissent adapter la réponse en fonction du développement de l'enfant. Et la présomption simple de non-discernement avant 13 ans, de discernement après 13 ans, permet de faire glisser la réponse pénale en fonction des situations. On parle de certaines situations. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas légiférer par rapport à des situations précises et le droit ne doit pas répondre à telle ou telle situation. Néanmoins, elles permettent d'expliquer et d'éclairer. Et si on prend l'affaire de la jeune Eva-El, on voit bien que les auteurs avaient moins de 13 ans et que la question du discernement se pose très clairement pour eux. Donc, sur l'amendement 62 rectifié, ce sera un avis défavorable. Sur l'amendement 6, pour les mêmes raisons, pareil. Idem sur l'amendement 50 rectifié, qui concerne cette fois-ci les responsabilités pénales. Et les effets sont les mêmes que la présomption irréfragable de non-discernement. Sur l'amendement de Madame Boyer, le 51 rectifié, je ne suis pas sûre que de créer 3 seuils viendrait simplifier et permettre une réponse véritable, notamment pour une responsabilité pleine et entière des 16 à 18 ans, même si consiste en un groupe important de jeunes mineurs délinquants et souvent aussi enfermés dans cette spirale. Néanmoins, aujourd'hui, le juge peut renverser l'excuse de minorité. Et là aussi, je pense qu'il faut faire confiance au juge. Ce n'est pas la peine de complexifier en créant des strates supplémentaires. Donc, j'émettrai aussi un avis défavorable. Et sur l'amendement de repli, même chose. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces 5 amendements ? C'est le même avis, Madame la Présidente. D'abord, on va rappeler que le mineur de 13 ans ne peut pas faire l'objet d'une mesure coercitive. Il faut le rappeler, et qu'il n'y ait pas de confusion sur ce point. Ensuite, nous partons du principe qu'il faut faire confiance au juge des enfants, qui a des gamins de 12 ans qui ont davantage de discernement que certains gamins de 14. Nous souhaitons également, bien sûr, qu'il y ait une réponse judiciaire adaptée à l'âge, évidemment, mais également au discernement. Je pense avoir à peu près tout dit. Je me joins aux explications de Madame la rapporteure et j'ajoute que dans quelques instants, le gouvernement proposera un amendement pour définir ce qu'est le discernement. Je devrais dire le mieux définir pour donner un certain nombre d'assurances encore, parce que, évidemment, la loi pénale doit être strictement encadrée et nous nous servirons, vous le verrez, de la définition qui nous est proposée par la Cour de cassation. Merci. Pas d'explication de vote. Je vais donc mettre aux voix ces 5 amendements qui ont tous reçu un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Le 62, qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 6, qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Même vote sur le 50. Le 51, qui est pour ? Madame Boyer, c'est votre amendement. Vous ne votez pas ? Ah, d'accord. Donc, vous le retirez ? D'accord. Et le suivant aussi, j'imagine. Donc, je mets en voie maintenant 4 amendements. Je mets en discussion 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 27 de M. Sueur. C'est Madame Harribey. Oh, pardon, Madame Harribey. C'est pas grave, c'était assez logique. Je sais que... donc, une fois sur 2, je me trompe. Non, mais c'était indiqué, Monsieur Sueur, donc vous aviez tout à fait raison. Simplement, là, c'est sur la définition, comme je le disais dans mon propos de la discussion générale, par rapport à la définition du discernement.
Nous voudrions donner une définition en expliquant que le mineur est capable de discernement lorsqu'ils ont voulu et compris l'acte. Et là, on reprend la jurisprudence de l'arrêt Laboude de la Cour de cassation de 1956 et qui a été réitérée. Et l'idée, c'est vraiment la notion d'avoir compris et d'avoir voulu. On irait même au-delà, c'est-à-dire qu'il faut être aussi en mesure de comprendre la procédure applicable et ses enjeux. Merci. Le 71, Monsieur Soili. Merci, Madame la Présidente. La rapporteure a utilement introduit au sein du Code de justice pénale des mineurs une définition du discernement. Cette définition relève en effet actuellement d'une jurisprudence constante depuis 1956 qui vise non seulement à la compréhension qu'a le mineur de son acte, mais également sa volonté de le commettre. Afin de ne pas affaiblir la portée de cette jurisprudence dans la définition qui sera inscrite dans la loi désormais, le présent amendement vise à y intégrer une référence expresse à la volonté du mineur et à sa compréhension de la procédure pénale. Voilà l'objet de cet amendement. Tout à l'heure, je présenterai, il y a un amendement de repli, le 70. On peut considérer que je l'ai déjà défendu, Madame la Présidente. Oui, d'autant qu'il y a un amendement du gouvernement identique, le 75, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Présidente, comme votre collègue Thani Mohamed, le gouvernement dépose, comme je l'ai évoqué dans mon discours tout à l'heure, un amendement de précision sur la notion de discernement. Nous avons choisi de recopier servilement, les adverbes sont utiles, la définition qui a été donnée par la Cour de cassation, belle référence s'il en est, vous me l'accorderez, dans un vieil arrêt, qui est un arrêt du 11 décembre 1956, qui a fait consensus depuis lors. Discernement, il faut que le gamin ait compris, voulu son acte, qu'il soit apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. Ce volet-là est extrêmement important parce qu'il faut évidemment que la réponse pédagogique qui sera apportée par la justice puisse être comprise. Sinon, ça n'a strictement aucun sens et la justice tourne à vide pour elle-même, ce qui n'est quand même pas le but. Donc voilà la définition que nous proposons du discernement. C'est plus... comment dirais-je, plus précis que la notion de maturité, par exemple. C'est un mot qu'on a beaucoup utilisé ici il y a quelques jours de cela et sur lequel nous avons déjà disserté. Et voilà, le gouvernement se réfère à cette définition qui est une définition qui fait aujourd'hui référence quand il est question de définir le discernement. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission sur ces amendements? Oui, Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Vous avez compris, nous sommes tous attentifs à ce qu'il y ait dans ce Code de justice pénale des mineurs une définition de cette notion du discernement qui est la pierre angulaire de la responsabilité pénale du mineur. Cette définition, nous l'avions proposée autour d'un concept, certes aujourd'hui peu juridique, on en a bien conscience, celui de la maturité. Il nous paraissait important que les sanctions prononcées à l'égard des auteurs délinquants, des mineurs délinquants, prennent véritablement en compte l'état d'évolution et l'état de compréhension, effectivement, des mineurs, et notamment de leur aptitude à comprendre. C'est la raison pour laquelle, et vous l'avez dit, Monsieur le garde des Sceaux, il est clair qu'il y a une base qui est cette jurisprudence constante de l'arrêt de principe Laboude que tout le monde a cité et qu'il est nécessaire et utile de se référer bien évidemment à cette constance jurisprudentielle. Mais nous sommes aussi très attentifs et très ouverts, puisque c'est l'intérêt des débats parlementaires et de l'enrichissement mutuel, à l'ajout concernant l'aptitude à comprendre le sens de la procédure. Ce qui nous paraît important, c'est que le jeune puisse s'inscrire et puisse aussi comprendre les enjeux, même si nous pensons que ce n'est pas forcément tant la procédure qu'il doit comprendre que la sanction qui va être prononcée à son encontre.
On a peur juste que la notion de procédure soit un peu plus abscon que celle de sanction qui parlera peut-être plus aux jeunes. C'est pour ça que nous mettons un avis favorable à vos amendements. Donc c'est un avis défavorable sur l'amendement 27 parce qu'il manque cette précision de l'aptitude à comprendre. Et nous mettons un avis favorable à l'amendement de M. Soili et du gouvernement puisqu'ils sont identiques. Et donc un avis défavorable à l'amendement de repli qui n'a plus de sens. Monsieur le garde des Sceaux, quel est votre avis sur le 27 ? Parce que j'imagine que vous avez un avis favorable sur le 71. Exactement. Madame la Présidente, vous avez bien imaginé. Donc le 27, défavorable ? Voilà. Je vais donc mettre aux voix Madame Maribey. Oui, je veux bien qu'on s'amuse et à dire bon, je suis favorable à celui-là et pas celui-là. Je ne peux pas vous laisser dire, Madame la rapporteure, que le nôtre est incomplet parce qu'il n'y a pas la notion de comprendre. Alors qu'on précise bien qu'il y a discernement lorsqu'on a voulu et compris l'acte. Donc soit vous vous êtes mal exprimé, soit qu'il soit incomplet et qu'on veut bien admettre que l'amendement de 71 rectifié 75 sont un peu plus complets et donc aller dans ce sens-là, mais ne dites pas que le nôtre ne parle pas de comprendre. Merci. Madame la rapporteure. Oui, précision, je me suis alors peut-être mal exprimée ou vous m'avez mal compris. C'est l'aptitude à comprendre le sens de la procédure. C'est pour ça qu'on pense que l'amendement de notre collègue Thani Mohamed Soili et qui est identique, et donc l'amendement du gouvernement, puisque ce sont les mêmes, sont plus, complets, exactement, et intègrent cette notion d'aptitude à comprendre la procédure. C'est-à-dire que le jeune n'est pas simplement, ne doit pas simplement comprendre ce qu'il a fait, mais il doit comprendre aussi ce qu'il encourt et ce qui se passe. Et ça nous paraît important aussi que ces éléments soient pris en compte, et ça se rapporte cette notion de maturité. C'est pour ça qu'on préfère ces amendements-là, les vôtres étant une bonne base, puisqu'ils reprennent de toute façon la définition jurisprudentielle de l'arrêt Laboude, dont on a dit que c'est l'arrêt de principe, l'arrêt socle. Donc cette précision étant faite, on retire le nôtre au profit des deux autres. D'accord, je vais donc mettre aux voix l'amendement 71, qui est pour, et 75 en même temps, qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Le 70 tombe, enfin retiré, M. Soili. Je me vois l'article 1er terre à nouveau. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article additionnel après l'article 6, l'amendement numéro 20, défendu par Mme Assassi. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je continue. Aussi bien les textes internationaux que nationaux présentent la détention d'un mineur comme une anormalité uniquement acceptable en dernier recours. Et pourtant, le nombre de mineurs enfermés augmente. 75 à 80% d'entre eux sont encore présumés innocents, mais placés en détention provisoire. Les causes de cette augmentation du nombre de mineurs détenus doivent être scrutées, sans omettre d'ajouter au nombre de mineurs détenus dans un établissement pénitentiaire ou en centre de rétention administrative ceux qui sont enfermés, on a eu l'occasion d'en parler hier, en centre éducatif fermé. Nous ne sommes pas, entendez-moi bien, nous ne sommes bien évidemment pas pour dissoudre toute peine à l'égard des mineurs, que cela soit bien entendu, mais que dire de la peine d'emprisonnement ? Déjà bien contesté dans le monde adulte. Que dire de ce modèle qui nous semble révolu, qui se rapproche davantage, excusez-moi de l'expression, mais j'en trouve pas une autre, des bagnes d'enfants d'avant-guerre que des centres éducatifs fermés qu'on nous vante comme des modèles, j'ai dit excusez-moi, des propos que j'utilise, et vous saviez très bien le faire en d'autres temps, monsieur le ministre. Donc, on nous vante comme des modèles en matière de redressement de la délinquance juvénile. Je sais bien que ça ne vous plaît pas, mais c'est ainsi. Il apparaît, selon nous, urgent d'en limiter la portée en autorisant la détention provisoire des mineurs qu'à ceux âgés de plus de 16 ans. À quoi ressemble un individu de 13 ans ? Et je ne fais pas le lien avec un autre texte dont nous avons débattu il y a quelques jours ici au Sénat. À quoi ressemble un individu de 13 ans ou de 14 ans ? Un grand enfant ? Un tout jeune adolescent ? Avec un degré de maturité et de discernement encore bien fragile dans la majorité des cas, à tel point que ce texte fixe un seuil d'irresponsabilité pénale présumé pour les mineurs de 13 ans. Mais en parallèle,
Ces mineurs de 13 ans et plus encourent une peine pénale d'enfermement. Cela est pour nous un non-sens auquel nous tentons de remédier. Je dis bien que nous tentons de remédier avec cet amendement. Merci. Madame la rapporteure, votre avis, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre. Alors, le Code de la justice pénale des mineurs autorise le placement en détention des mineurs uniquement de plus de 13 ans. Primo. Entre 13 et 16 ans, elle n'est possible, cette détention provisoire, qu'en matière criminelle ou si le jeune s'est volontairement soustrait à des obligations dans le cadre de son placement en centre éducatif fermé. Donc je pense qu'il est difficile vraiment de se passer de cette détention provisoire pour des situations, et on vient d'en parler, qui sont particulièrement graves, de jeunes qui sont réitérants, de jeunes qui ne remplissent pas leurs obligations, et par moments la détention provisoire est un mal nécessaire. Avis défavorable. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, votre avis. Je vais redire, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Madame la Présidente, que je n'ai pas changé. Vous voyez ? Je ne vais pas vous le chanter, non, je ne vais pas vous le chanter, mais je vous prie de le croire. Bon, c'est effectivement un mal nécessaire. On déplore tous qu'un gamin soit envoyé en prison. Mais je voudrais que vous entendiez, loin des caricatures peut-être, vous avez parlé de bagne tout à l'heure, n'était-ce pas un peu excessif ? Je voudrais seulement vous dire que parfois, le juge a besoin de cela et qu'il faut lui laisser les outils et qu'il apprécie. Et que parfois, des gamins vous disent, en fin de parcours, et j'en ai connu, que le premier séjour en prison, s'il est court, peut être salutaire. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, le moins possible, mais parfois c'est particulièrement utile. Voilà pourquoi je suis défavorable à l'amendement que vous déposez, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 20 avec 2 avis défavorables. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Article additionnel après l'article 6, amendement 55 rectifié bis, Madame Boyer. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le ministre. On l'a dit à plusieurs reprises dans cet hémicycle en parlant de la justice des mineurs, un mineur ne peut être complètement responsable de ses actes lorsqu'il commet une infraction et nous devons rappeler aux adultes leur responsabilité éducative. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé abondamment ces jours-ci en commentant d'ailleurs cette sinistre affaire du petit Yuri en disant que la responsabilité des parents était importante puisque c'était des mineurs souvent qui étaient dans des bandes et il a cité plusieurs chiffres. Aussi, Monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que le devoir d'éducation doit primer sur le pouvoir de punir et vous l'avez rappelé à cet instant. Or, le devoir d'éducation ne relève pas seulement de la justice et de l'État, il relève d'abord et avant tout des parents. L'objet de cet amendement est de restaurer l'autorité des parents qui ont le devoir d'exercer sur leurs enfants parce qu'ils sont l'auteur et parce qu'ils en sont les ascendants. Ils sont aussi les premiers responsables. Exercer l'autorité sur un enfant, ce n'est pas nécessairement le brimer dans l'exercice des libertés, c'est lui donner un cadre, lui imposer des limites dans lesquelles il pourra plus tard s'épanouir. D'ailleurs, c'est ce que dit Maurice Berger, dont on a lu, je suis sûre, chacun d'entre nous ici sur ces bancs, plusieurs articles ces jours-ci. Or, dans le contexte socio-économique souvent difficile, beaucoup de parents ont fini par baisser les bras dans l'éducation qu'ils étaient censés donner à leurs enfants, disqualifiés socialement. Ils se sentent plus un devoir d'intervenir dans la vie sociale de leur enfant. Ce rappel à la responsabilité parentale doit s'effectuer de façon ferme et solennelle. Il semble qu'aujourd'hui, seule l'institution judiciaire soit en mesure d'avoir un impact réel sur les parents, souvent démobilisés. L'objectif premier de ce texte n'est toutefois pas de punir les parents, mais de créer chez eux une sorte d'électrochoc, une prise de conscience, afin qu'ils se réinvestissent avec fermeté dans l'éducation et la surveillance de leurs enfants. Les causes de l'aggravation de la violence sont multiples chez les mineurs et tiennent en partie à l'affaiblissement de l'autorité, à l'encadrement parental. Les enfants concernés sont souvent victimes d'une perte de repères et d'un désengagement de leur famille. Aussi, l'autorité parentale se définit comme l'ensemble des droits et des devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Pour conclure, je voudrais vous dire que sur le plan pénal, selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait,
empêche de donner toute sanction directe des parents pour des faits de leurs enfants. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause ce principe en instaurant une responsabilité pénale du fait d'autrui, mais de replacer l'autorité parentale au cœur de l'éducation des enfants. Ainsi, il est proposé de diversifier les possibilités d'action contre les parents qui resteraient passifs face à l'évolution défavorable des mineurs et qui maximisent par défaut de surveillance les risques et la dérive vers la délinquance. Le présent amendement propose un contrat d'engagement réciproque qui soit signé par les titulaires de l'autorité parentale largement dépassé votre temps, et le service de la protection judiciaire de la jeunesse afin de garantir le respect Madame par le les mineurs rapporteur, des obligations. si vous pouviez nous donner Voilà. votre avis. Je suis désolée, mais là, c'est 40 secondes déjà en plus. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Effectivement, dans le Code de justice pénale des mineurs, on a nécessairement besoin d'introduire la place des parents. La responsabilisation des parents est essentielle dans le cadre de l'accompagnement des mineurs pour faire en sorte que ces derniers s'impliquent notamment dans les mesures éducatives qui sont prononcées à l'égard des mineurs. Certes, dans un certain nombre de cas, les parents sont défaillants. Néanmoins, dans un certain nombre de cas, ces derniers ne s'impliquent pas véritablement. C'est le sens de l'amendement qu'a déposé ma collègue Valérie Boyer. Alors là, c'est sous la forme d'un contrat. Alors un contrat, c'est un accord, c'est un engagement, c'est de la responsabilisation des parents auquel est associée des sanctions. Alors je ne sais pas si les sanctions seront adaptées. C'est une faculté en tout cas qui est laissée au juge et qui permettrait de favoriser, nous l'espérons, cette implication des parents. Donc nous sommes plutôt favorables. Merci Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, votre avis? Je suis totalement, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Madame la sénatrice, viscéralement, absolument opposé à cet amendement qui, pour moi, est d'une totale injustice. La précarisation de gens qui, déjà, souvent, sont fragiles sur le plan économique. Parce que, voyez-vous, la statistique démontre à l'évidence que la délinquance, c'est souvent d'abord l'affaire des pauvres gens. Pas que, mais souvent. La statistique le démontre. Mon expérience professionnelle, mais pas que. Il suffit d'aller regarder tous les livres de sociologie qui traitent de la délinquance. Et je voudrais vous dire quelque chose. À l'Assemblée nationale, pour répondre à Mme Marine Le Pen, qui est sur la même position, je lui ai fait part d'un souvenir. Je vais être très bref, je vous rassure. C'est une femme qui élève 3 enfants, seule. 2 de ses enfants ne posent strictement aucun problème. L'autre est délinquant. J'ai dit dans mon discours qu'on parlait des enfants et que nous parlions de nos enfants. Et cette femme, dans ce que vous suggérez, madame, se retrouverait financièrement entravée. Mais pour quel crime ? Je suis totalement opposé à cela. Je trouve que c'est totalement inhumain, totalement injuste. Mais chacun voit midi à sa porte. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 55 rectifié bis. Explication de vote, Madame Boyer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous êtes bien évidemment libre de votre position, comme moi je suis libre de défendre la mienne. Mais ce que je voulais vous dire, je suis quand même assez perturbée par la façon dont vous nous répondez sur le plan de la morale, comme s'il y avait d'un côté les gentils et de l'autre les méchants, et comme si la proposition que je formulais était une proposition injuste et amorale. Permettez-moi de vous dire que je ne comprends pas comment le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, a très lourdement insisté, c'est votre partenaire, c'est votre binôme, c'est le continuum police-justice, sur cette possibilité. Par ailleurs, dans des grands pays démocratiques comme l'Angleterre, par exemple, il existe une contractualisation. Ça s'appelle l'acte parental, le Parenting Act. Il y a des villes, effectivement, qui ont mis en place une sorte aussi de cautionnement de contrat pour des allocations facultatives. Et je voyais plusieurs maires aujourd'hui qui ont témoigné sur les chaînes d'information en continu et qui, justement, quand les familles dérapaient ou quand les adolescents dérapaient, supprimaient des allocations supplémentaires qui étaient facultatives. Moi, je veux bien tout entendre. Mais aujourd'hui, comment pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, quelle est la cohérence
entre les déclarations du ministre de l'Intérieur et les vôtres aujourd'hui. En quoi est-ce amoral que dans notre pays, lorsque la solidarité nationale s'engage pour certaines familles, pour certaines prestations, eh bien, cette solidarité nationale, quand les familles ne remplissent pas leur contrat, lorsqu'elles se désengagent de leurs enfants, pourquoi ces familles-là devraient continuer? Ce n'est pas une suppression, monsieur le ministre, c'est un cautionnement. Donc, chacun est libre de défendre ses positions, mais accuser la représentation nationale et certains parlementaires, parce que je sais que nous sommes nombreux à soutenir cette position, d'être amoral, ça me semble totalement déplacé. Parce que ce qui est amoral, monsieur le ministre, c'est aussi de ne pas prendre ses responsabilités. Quand on est parent, on est responsable de ses enfants également. Lorsqu'on ne remplit pas ses obligations, eh bien, à un moment donné, il faut aussi que la société dise stop. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les enfants, mais ça veut dire qu'on apporte des signaux. Votre temps. Merci. Monsieur Sueur, vous avez demandé la parole pour une explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ça fait de très nombreuses années, peut-être 20 ans ou 30 ans, qu'on nous parle de cette suppression des allocations familiales. Et toujours, nous avons eu pour notre part cette position de refuser cela, parce que les allocations familiales, c'est le droit de l'enfant, c'est le droit de la solidarité. Et il y a toujours les gens qui nous disent « oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent des allocations familiales ?» Nous connaissons par cœur ce discours. Mais Monsieur le ministre a eu raison de dire qu'il s'agit souvent de familles en grande difficulté. Et lorsque l'on croit, en faisant une telle pression, que l'on va régler les problèmes, on ne les règle pas. Et c'est constant. Et c'est pourquoi nous soutiendrons fortement la position de Monsieur le ministre dans cette affaire. Madame Verriin a demandé la parole pour une explication de vote. Merci Madame la Présidente. L'implication des parents, c'est évident, doit être forte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas compris, Monsieur le ministre, hier, pourquoi, lorsqu'on a parlé de la remise aux parents, vous étiez contre, puisque c'est un premier pas, justement, où il peut y avoir dialogue entre le juge et les parents pour évoquer cette responsabilisation, et je pense qu'elle est importante. L'idée de jouer sur les allocations familiales, pourquoi pas? Il me semble que ça doit être, dans ces cas-là, avec un véritable accompagnement de la famille, qui là n'est pas du tout signalé dans l'amendement. C'est pourquoi je ne voterai pas cet amendement, parce qu'il me semble qu'il y a un véritable besoin d'accompagnement des parents et de prise en charge de la famille avant d'aller les supprimer. Très bien, merci. Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre? Monsieur Brisson a demandé la parole pour une explication de vote. Très brièvement, parce que, Madame la sénatrice, vous avez déjà, hier, tenté de créer entre l'intérieur et la justice une sorte de fossé, dont je vous dis d'ailleurs qu'il est artificiel. Je sais les propos qu'a tenus le ministre de l'Intérieur. Il a effectivement parlé parfois d'une responsabilité au sens où une éducation carencée peut hélas amener vers la délinquance des mineurs, et ça n'a strictement rien à voir avec une sanction d'ordre pécuniaire qui viendrait frapper des familles qui sont déjà handicapées. C'est la première remarque. La deuxième, madame, n'inventez pas des mots qui ne sont pas sortis de ma bouche. Je n'ai pas parlé de morale. Je ne suis pas un moralisateur. Vous avez votre morale, j'ai la mienne. J'ai parlé de justice. C'est singulièrement différent. Enfin, sur la remise à parents, la remarque que j'ai pu faire hier, vous l'avez entendu, c'est que envisager la remise à parents comme sanction, c'est un peu désarçonnant. Surtout quand les parents sont présents, parce qu'il y a aussi des parents qui connaissent la délinquance de leurs enfants et qui sont des parents très très présents. Voilà ce que j'ai dit. Je suis évidemment pas contre la remise à parents et je n'entends pas opposer les enfants délinquants et leurs parents, surtout quand ils sont bien élevés. Voilà ce que je voulais dire. Je trouve ça, je le redis, profondément injuste, socialement injuste. Et l'exemple que j'ai donné tout à l'heure
méritait peut-être une réponse différente et pas polémique. Vous montez sur vos grands chevaux, vous dites « mais comment s'adresse-t-il à la représentation nationale ?» En l'occurrence, avec son cœur, cette dame dont j'ai le souvenir précis, c'est une femme honnête qui élève bien ses enfants. 2 sont sur la bonne route, le 3e non. Doit-on l'handicaper ? Voilà la question qui est posée. Non, mais pardon, madame la sénatrice, c'est ça la question qui est posée. Le reste, c'est des conjectures. Max Brisson a demandé la parole pour une explication de vote. Oui, merci, madame la présidente. Merci, madame la présidente. Tout à l'heure, je l'ai demandé aussi pour défendre les amendements de madame Boyer qui n'étaient pas là. Je vous invite à regarder un peu la montagne de temps en temps parce que j'avais demandé la parole sur les amendements qui ont été brillamment défendus par M. Beuller en l'absence de mme Boyer. Moi, je ne comprends pas, monsieur le garde des Sceaux, c'est vous qui êtes monté sur vos grands chevaux. Vous avez créé un moment d'indignation pour un contrat proposé entre la justice et les parents. Une sorte de prise de responsabilité. Vraiment, j'ai lu, après vous avoir vu indigné, j'ai relu 2 fois l'amendement pour me demander, puisque je l'avais co-signé, si je n'avais pas commis quelque chose contre le bon sens, puisque vous avez parlé de la justice, vous avez parlé d'injustice. Et vous accusez Mme Boyer, comme cela, de vouloir crisper le débat. Mais c'est vous qui venez de le crisper, avec bien sûr une partie de la gauche qui, dès que l'on touche à ces questions de responsabilité des parents, et excusez-moi, des responsabilités des parents, ça me semble quelque chose qui appartient au pacte républicain. Je suis, jusqu'à la fin de ma vie, profondément un professeur. Eh bien, moi, j'estime, en effet, que la justice peut demander aux parents d'être responsables par rapport à leurs mineurs et d'envisager un contrat. On est en train de s'offusquer, de crier à l'indignation pour un simple contrat demandé par la justice. Permettez-moi, monsieur le garde des Sceaux, de ne pas être d'accord avec vous et je voterai alors sans état d'âme l'amendement de Mme Boyer. Merci, chers collègues. Juste vous dire que tout à l'heure, nous sommes 3 à ne pas vous avoir vu vous manifester pour prendre la parole. Non mais désolé, mais nous étions... voilà, nous n'avons pas vu. Donc nous serons plus attentifs, chers collègues, c'est promis. Vers la montagne. Madame Apoursopoli, vous avez demandé la parole. Oui, évidemment, madame, c'est sans aucune surprise que nous n'allons pas voter votre amendement. Parce qu'à une problématique sociale, vous répondez une fois de plus par une approche répressive. Non, madame, mais laissez-moi causer, vous reprendrez la parole après, vous en avez tout le loisir, vous le faites depuis tout à l'heure pour demander des sanctions à l'encontre des familles. Alors, nous ne sommes pas étonnés de votre position, évidemment, et toute évidence, la pression financière exercée à l'encontre des familles déjà vulnérables, dans la plupart des cas, ne ferait qu'accentuer évidemment les difficultés, mais ça a été dit par Monsieur le ministre, économiques, sociales et familiales. Et je suis moi-même allée visiter, comme plusieurs parlementaires, je suis allée, Monsieur le ministre, à la prison de Longnes. 8 enfants de 13 ans sont à la prison de Longnes, donc avec des adultes, une prison d'adultes au premier étage. Et je me suis renseignée sur ces enfants. Qui sont-ils, ces enfants ? Ils sont des enfants de l'ASE, pour la plupart, qui ont été baladés de famille en famille dans des difficultés énormes, madame. Ils sont des enfants qui auraient dû avoir un suivi psychologique, parce qu'ils sont souvent atteints psychologiquement. Les parents, madame, comme vous le dites, les parents qu'aujourd'hui sont aussi à la limite mis à l'index, ces parents, ils ont fait les CMPP pour avoir des rendez-vous. Ils ont demandé des suivis psychologiques avec des psychologues. Ils n'en ont pas eu parce qu'il n'y en a pas, madame. Voilà ce qui s'est passé. Les parents de ces enfants, plusieurs m'ont dit, puisque je les ai vus aussi, plusieurs m'ont dit qu'ils avaient fait les hôpitaux pour demander de l'aide et qu'à un moment donné, ils avaient y compris prévenu que ces enfants allaient passer à l'acte. Et qu'est-ce qui a été fait pour ces enfants ? Eh bien, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à 13 ans, à la prison de Longnes, avec des adultes, dans une situation où le retour en arrière n'est même pas presque possible, il faut se le dire. Ils mériteraient d'être dans des structures aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas des criminels, ils sont malades.
Ils sont malades, voilà ce qu'ils sont, ces enfants. Et les parents, madame, qu'est-ce qu'ils en peuvent, ces parents, d'avoir des enfants qui sont malades? Voilà à quoi la société ne répond pas. Et c'est pour ça qu'il nous faut des moyens. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 55 rectifié bis avec un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? 17. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'article 7 avec deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 66 rectifié présenté par Madame Benbassa. Merci Madame la Présidente. L'article L. 413-1 du Code de la justice pénale des mineurs est une disposition qui prévoit qu'un mineur âgé de 10 à 13 ans puisse être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire pour une durée allant jusqu'à 12 heures. Il s'agit d'une mesure de privation de liberté pour ces enfants qui peuvent ainsi être interrogés par la police ou la gendarmerie sous la contrainte. Cet amendement vise ainsi à supprimer l'ensemble de la section relative à cette procédure et ne devrait pas concerner des enfants et adolescents, bien sûr, moins de 13 ans. Nous rappelons d'abord que juridiquement, la présomption d'irresponsabilité s'applique à ces enfants. Nous insistons ensuite sur le fait qu'à cet âge, ils ne sont pas en mesure de comprendre une telle procédure ainsi que ses enjeux. Ceci n'est pas acceptable, ni juridiquement, ni moralement. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Merci. Merci, chers collègues. L'amendement 35 rectifié présenté par Monsieur Sueur. Oui, merci Madame la Présidente. L'article L. 413-1 fixe les conditions dans lesquelles peut être prononcée la retenue d'un mineur, comme cela vient d'être dit par Madame Benbassa. L'amendement que nous proposons limite ce dispositif aux enfants de plus de 13 ans, alors que l'article L. 413-1 prévoit que la retenue pourrait être prononcée à l'encontre de mineurs âgés de 10 à 13 ans. Ça nous paraît vraiment judicieux d'être au-dessus de 13 ans, mais non pas en dessous. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, je vous demande de vous donner votre avis sur les deux amendements, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, c'est donc deux avis défavorables. En effet, il ne nous paraît pas utile de supprimer la retenue qui peut être nécessaire pour avoir des informations concernant des jeunes qui ont commis des infractions graves, des jeunes de 10 à 13 ans, d'autant que cette retenue est très encadrée parce qu'elle n'est possible que si le mineur est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et sa durée est limitée au temps strictement nécessaire et ne veut pas dépasser 12 heures renouvelables une fois, avec des garanties supplémentaires. Donc c'est un avis défavorable. De même pour l'amendement 36 rectifié. 35. Défavorable. Monsieur le ministre, même avis pour le 66. Oui, Madame je la voyais Présidente. hocher de la tête. Oui, c'est absolument et parfaitement encadré. Un gamin de 11 ans peut être retenu quelques instants, ne fût-ce que pour obtenir le nom de ses complices. Et on a besoin de cette procédure qui est, une fois encore, extrêmement attentive aux droits des enfants. Très bien. Donc défavorable sur le 66, défavorable sur le 35 rectifié. Parfait. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 66 rectifié avec deux avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est donc pas adopté. L'amendement 35 rectifié avec deux avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est donc pas adopté. Deux amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune, le 16 et le 36.
L'amendement numéro 16, Madame Cukierman. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux. Peut-être pour raccourcir effectivement nos débats, puisque le débat vient d'avoir lieu et cela s'inscrit en tout cas dans la même logique, puisque à travers cet amendement, cela vise effectivement à abroger le régime de retenue pour les enfants de 10 à 13 ans, puisque ces mesures de privation de liberté sont à nos yeux en tout cas l'équivalent d'une garde à vue pour mineurs, et même si il y a peut-être parfois besoin de maintenir un enfant, nous pensons que cela aurait pu être fait, notamment avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse ou la protection de l'enfance, pour justement éviter cette situation douloureuse d'abord pour des enfants et qui vise finalement à renforcer une fois encore le caractère répressif plus qu'éducatif. Merci, chers collègues. Monsieur Sueur. Oui, Madame la Présidente, même explication que celle que vient de faire Madame Cukierman dans le droit fil des deux amendements précédents. Parfait, merci, chers collègues. Madame le rapporteur. Même avis que les précédents, puisque c'est mêmes causes, les mêmes effets. Donc défavorable. Monsieur le ministre. Ça a été parfaitement dit par Madame la rapporteure. Même cause, mêmes effets, Madame la Présidente. Très bien. Défavorable. Je mets donc aux voix ces deux amendements 16 et 36 avec deux avis défavorables qui votent pour. Qui votent pour. Voilà, merci. Qui votent contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés. Nous avons à présent deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune, le numéro 43 et le numéro 44. Monsieur Sueur pour le numéro 43. Oui, cet amendement est important pour nous, Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues. Notre amendement vise à supprimer la procédure en audience unique devant le tribunal pour enfants. La procédure devant le tribunal pour enfants en audience unique prévue dans cet article ne permet en effet pas le temps de travail éducatif qui est pourtant nécessaire et déterminant pour le jeune. Le texte prévoit de reproduire la comparution immédiate des majeurs, ex flagrant délit. Cette procédure ne nous semble pas adaptée pour des mineurs, voire dangereuse. Monsieur le ministre, il y a une contradiction entre l'état d'esprit que vous affichez dans l'objet de la présente loi, du présent projet de loi, et cette procédure-là, qui est vraiment calquée, je le redis, sur la comparution immédiate des majeurs. Cette audience unique participe à l'accélération forte de la procédure pénale prévue dans le présent projet. Or, il convient de rappeler que les enfants sont des êtres en construction qui ont besoin de temps pour grandir, évoluer, mûrir. La sanction immédiate n'est pas une réponse efficace contre la délinquance des mineurs, mais la rapidité de l'intervention éducative l'est certainement. En outre, le texte initial prévoit qu'il suffit d'un rapport de moins d'1 an pour pouvoir se prononcer, délai totalement injustifié pour un mineur au comportement par nature extrêmement évolutif. De plus, nous souhaitons alerter sur le petit b du 2e alinéa de cet article, qui vise particulièrement les mineurs non accompagnés. C'est un sujet difficile, nous le savons. Il est en effet courant que les mineurs en situation de migration refusent de se soumettre aux opérations de prélèvement, souvent car ils ne sont pas informés. Cette mesure interroge plus largement dans un contexte où on constate que les mineurs non accompagnés sont plus souvent déférés devant le juge des enfants à l'issue d'une garde à vue et davantage incarcérés que le reste des mineurs délinquants. Le rapport 2018 de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté fait état d'un tiers de mineurs non accompagnés dans certains quartiers mineurs et jusqu'à 50% en établissement pénitentiaire unique. La généralisation des audiences uniques sera donc néfaste pour les mineurs en général et pour ces mineurs non accompagnés en particulier. Merci, Monsieur Sueur. L'amendement numéro 44. Vous aviez... c'est Madame Harribey. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement de repli par rapport à celui le précédent.
Dans l'hypothèse où on maintient la procédure d'audience unique, pour nous, il convient de hausser le niveau d'exigence pour qu'il y soit recouru, c'est-à-dire de plus l'encadrer. Sinon, c'est ce qu'on avait souligné depuis le début des débats et dans notre discussion générale, sinon elle deviendra rapidement la voie de droit commun et signera la disparition de la spécificité de la justice des mineurs. Donc on propose d'encadrer. Et on rappelle quand même qu'une simple décision, parce que c'est le problème des réitérants, hein. C'est vrai que vous allez nous répondre que ça ne concerne que les réitérants, mais on pense qu'une simple décision antérieure de culpabilité ne peut pas suffire à justifier le recours à la procédure unique et qu'il faut l'encadrer pour pas que ça devienne la procédure de droit commun. On voit bien l'intérêt, on est un peu à la limite, c'est un peu un exercice d'équilibre, on le reconnaît, mais on préférerait l'encadrer de manière à éviter que ça devienne la procédure de droit commun. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, vos avis sur 43 et 44. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, nous sommes favorables à l'audience unique, on a eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale, et nous pensons que ça fait partie de l'équilibre de ce texte, de permettre, notamment pour certaines situations, vous l'avez évoqué, Madame la Sénatrice, les réitérants. On sait que c'est souvent 5% des jeunes qui sont dans une spirale, souvent infernale, qui occupent 50% des affaires, et pour ces jeunes-là, qui sont très connus des services de la police, très connus des services des magistrats, très connus de la protection judiciaire de la jeunesse, et pour eux, il faut une réponse rapide, avec une sanction rapide. C'est l'utilité de cette audience unique, qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mesures éducatives, puisque ces mesures éducatives, elles interviendront soit en amont, soit en aval, comme toujours. C'est prévu. Donc nous sommes favorables au maintien de l'audience unique, qui répond aussi, vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur Sueur, à une réponse à certaines situations un peu particulières qui sont celles des mineurs non accompagnés. Mais il ne faut pas réduire l'audience unique aux mineurs non accompagnés, mais c'est une réalité de la situation de certains jeunes. Et pour ces jeunes-là qui tombent dans la délinquance, c'est vrai que cette audience unique y répond, tout en sachant qu'elle doit rester une exception et en aucun cas devenir le principe, ça c'est certain. Mais nous émettrons des avis défavorables sur vos deux amendements. Monsieur le ministre. Je pense, Madame la Présidente, que tout a été dit. D'abord, l'audience unique, nous y sommes, nous l'avons déjà dit, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet précis, extrêmement attaché. Ça fait partie du sens de cette procédure. Et puis, ça n'interdit en rien les mesures éducatives. Ça vient d'être rappelé à l'instant. J'émets donc deux avis défavorables. Très bien, je mets donc aux voix l'amendement 43 avec deux avis défavorables qui votent pour, qui votent contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Amendement de repli numéro 44 avec deux avis défavorables qui votent. Madame Harribey, pour explication. Oui, on va maintenir cet amendement parce que quelque part, cette audience unique, ce n'est pas le principe de l'audience unique, c'est vraiment les moyens qui sont derrière pour faire en sorte qu'elle ne devienne pas la procédure de droit commun. C'est ça notre souci. Il faut que vous le compreniez. Et avec le problème des petits réitérants et le problème des MNA aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on proposait d'encadrer. Par contre, là, on prend un pari. On fait un pari, parce que c'est un des éléments importants de la réforme. On fait un pari. Moi, je demande à voir quand même, par rapport aux problèmes qui se posent et aux moyens qui sont derrière, et je voudrais bien faire le pari que ça ne devienne pas la procédure de droit commun, mais on a un doute important. C'est pour ça qu'on maintient cet amendement, pour prendre date sur ce pari-là. Et nous allons mettre aux voix, chers collègues, donc qui vote avec deux avis défavorables, qui vote pour cet amendement, numéro 44, qui vote contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune, l'amendement 40 et 17, l'amendement numéro 40, monsieur Sueur. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il s'agit d'introduire un peu de souplesse
dans le travail des magistrats au vu des situations. Merci. Chers collègues, Madame Cukierman pour l'amendement numéro 17. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, nous arrivons là, bien évidemment, sur ces questions de délai dont nous avons parlé déjà hier. Et bien évidemment, nous entendons la volonté du gouvernement de procéder à une accélération de la justice et une mise en culpabilité prompte. C'est essentiel, d'ailleurs, pour fluidifier le travail des juges, pour les accusés, mais surtout pour les victimes, qui n'entament bien souvent leur travail de reconstruction qu'après le verdict. Cela ne doit cependant pas se faire au détriment des droits fondamentaux, et y compris ceux de la défense. La question des délais est donc centrale, et l'idée même, d'ailleurs, d'une fourchette de délai unique pose question, tant les mineurs ne disent pas tous du même accompagnement. Les professionnels que nous avons pu rencontrer nous ont d'ailleurs alertés sur un point précis. Le délai de 3 mois est largement insuffisant, parfois inadapté à des jeunes sans suivi éducatif, je parle bien de cela. C'est pourquoi nous proposons pour ces mineurs de permettre un allongement de ce délai jusqu'à 6 mois. Merci, chers collègues. Madame le rapporteur, vos avis sur ces amendements? Oui, merci Madame la Présidente. Alors le premier amendement, le numéro 40, qui supprime le délai maximal de 3 mois avant l'audience de culpabilité, donc il revient sur les délais. Or, on sait que les délais, c'est aussi le cœur de la réforme. Ce qui va faire l'efficacité de ce nouveau code de la justice pénale des mineurs, c'est de pouvoir juger le jeune dans un temps réduit, 10 jours à 3 mois pour la culpabilité, et à partir de ce moment-là, se mettra en place les mesures éducatives et pourra se mettre en place aussi la sanction et tout le travail autour de la personnalité du mineur. Donc, ça me paraît, ce sera un avis défavorable sur cet amendement. Quant au deuxième amendement, le numéro 17 de Madame Cukierman, c'est vrai que moi je ne comprends pas tout à fait la logique, parce que je trouve que, au contraire, pour les jeunes qui n'ont pas de suivi, il convient que l'audience de culpabilité soit rapidement prononcée pour que se mettent en place les mesures prises en cohérence. Donc voilà, ce sera aussi un avis défavorable. Très bien, merci. Monsieur le ministre. 2 fois défavorable, Madame la Présidente. Parfait. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 40 avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 17 avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous avons maintenant 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune, numéro 73 et 78. 73 présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre. Je retire cet amendement, Madame la Présidente, pour des raisons de cohérence. L'amendement numéro 78 présenté par Madame le rapporteur. Rédactionnel, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, votre avis sur cet amendement rédactionnel? Défavorable. Je mets donc aux voix cet amendement avec un avis donc favorable de la commission puisqu'il est introduit par la rapporteure et défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté. 2 amendements qui font également l'objet d'une discussion commune, le 39 rectifié et le 18. 39 rectifié, Madame Harribey. Merci Madame la Présidente. Ça concerne les articles L433-4 et L433-5 qui fixent les conditions dans lesquelles la détention provisoire du mineur de moins de 16 ans peut être prolongée. Nous proposons dans notre amendement qu'une révision automatique de la détention provisoire ait lieu tous les 3 mois. Là, je veux dire, c'est presque de la cohérence avec la logique de la réforme, puisqu'on veut éviter la détention. Donc, quand on est en détention, c'est que quelque part, il y a un dysfonctionnement. Et donc, mettre un délai de 3 mois ou une obligation de révision dans les 3 mois, c'est une manière aussi d'accélérer le processus. Merci. Merci, chers collègues. Madame Cukierman, pour votre amendement. Madame la Présidente, Madame la garde des Sceaux, c'est quasiment en tout point le même amendement. Il vient donc d'être défendu, mais nous pensons effectivement qu'il y a besoin de plus de régularité et d'encadrement sur cette problématique de l'enfermement. Madame la garde des Sceaux est un monsieur le garde des Sceaux. Hein, voilà. Il se fait tard aussi. Madame le rapporteur, votre avis?
Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, alors sur l'amendement 39 sur le réexamen tous les 3 mois de la détention provisoire, nous on pense que la main levée est possible à tout moment en matière de détention provisoire. Elle peut même être inférieure à 3 mois. D'autant qu'il y a un problème aussi d'affectation dans votre amendement puisqu'il concerne à la fois c'est le L433-4 les mineurs de moins de 16 ans et le L433-5 c'est les mineurs de 16 ans et plus. Donc voilà, nous émettons un avis défavorable. Quant à celui de Madame Cukierman, il concerne uniquement les crimes des mineurs de moins de 16 ans et nous y sommes aussi défavorables. Très bien, merci. Monsieur le garde des Sceaux. Oui, Madame la présidente, le délai prévu par le texte, c'est 6 mois, mais nous savons que l'assistance de l'avocat est une obligation, évidemment, et que l'avocat peut à tout moment présenter toute demande de mise en liberté qu'il estimerait devoir présenter. Nous sommes défavorables à ces 2 amendements qui auraient notamment pour conséquence d'alourdir considérablement la charge de travail du magistrat. L'avocat peut faire la demande à tout moment, et j'imagine mal... juge des enfants laissant croupir un gamin en détention sans prêter plus attention que cela à sa situation. Merci, monsieur le ministre. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 39 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 18 avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 7. Qui est pour? Contre? Abstention? L'article 7 est adopté.